Le FARDC continue de mettre la pression sur les quelques éléments réfractaires du M23 retranchés dans les collines de Vouzi, Runyoni et d'Inchezo. Matata Pogno a assisté ce samedi à la messe d'action de grâce de la victoire de FARDC sur le M23. C'était en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala ce samedi 2 novembre. Ce journal vous est présenté par Sylvie Fortuné. Mboula. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur antenne à la chaîne de référence à l'est de la RDC. Les forces loyalistes continuent d'accélérer les forces négatives du M23 depuis le 25 octobre dernier. Aux dernières nouvelles, les FARDC mettent la pression sur le rebelle du M23 dans les collines aux alentours de Bunagana. On fait le point avec Papi Katassi. L'armée congolaise a indiqué samedi que l'offensive contre les derniers bastions du M23 continuait dans l'est de la RDC après le semblant d'accalmie de la veille. L'offensive continue. Nous n'avons pas arrêté, à déclarer à l'AFP le général Lucien Baouma, commandant de la 8e région militaire qui couvre la province du Nord Kivu. Mise en déroute par l'offensive lancée le 25 octobre par les FARDC. Le M23 ne contrôle plus depuis mercredi que quelques collines proches de son ancien fief politique de Bunagana, localité située à la frontière ougandaise à environ 80 km au nord de Goma. Le lieutenant-colonel Amoul Olivier, porte-parole de l'armée pour le Nord Kivu, avait indiqué vendredi que le gouvernement donnait une dernière chance à tous les combattants du M23 de se rendre et d'éviter une offensive finale. Les irréductibles du M23, dont le nombre est estimé entre 200 et 300 combattants, sont retranchés à près de 2000 mètres d'altitude sur les collines verdoyantes d'Mbunzi, Runyoni et Chanzu. La plus importante est celle de Chanzu, où selon un expert européen du Nord Kivu, les rebelles ont stocké d'importantes quantités d'armes depuis longtemps. Les combattants ne sont plus très nombreux, mais déterminés, à indiquer cet expert à l'AFP, et la tâche des FARDC se trouve compliquée par le fait que les dépôts d'armes et de munitions du M23 est juste à côté de l'hôpital. Selon un officier de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, les fortes pluies qui se sont abattues vendredi sous Bunagana et sa région ont retardé le processus d'assaut sous Chanzu. Mais il a affirmé que l'armée avait accéléré les positions du M23. Justement, à Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Pogno a assisté ce samedi à la messe d'action de grâce de la victoire des FARDC sur le M23. C'était en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Jean-Louis Miaswekama. A assisté à cette messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La mise en déroute du M23, après 19 mois de calvaire des Congolais à l'est de la RDC, mérite bien cette célébration eucharistique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa l'explique. Pour nous, Congolais, qui sommes un peuple croyant fermement en l'être suprême, en l'éternel Dieu amour, nous ne pouvons en pareille circonstance que rendre grâce à Dieu, lui présenter l'offrande de nos prières de remerciement et de louange. C'est cela le sens de cet office religieux. C'est là notre façon, à nous, de glorifier l'Éternel en toutes circonstances, comme nous le recommandent les Saintes Écritures. Après 19 mois de calvaire pour les Congolais à l'est de la RDC, dû au M23, et plus de 20 ans d'insécurité à l'est, l'horizon s'éclaircit et la paix devient possible. Les victoires des FARDC appellent donc à la reconnaissance de la main de Dieu et de sa bonté. Les relations entre la RDC et la République sud-africaine vont connaître une nouvelle impulsion après la visite du président sud-africain Jacob Zuma à Kinshasa. Son ambassadeur en RDC, Ntiki Joseph Machimbie, a été reçu pour ce faire par le Premier ministre. Ensemble, ils ont examiné le point concret de la coopération entre les deux pays. Jean-Louis Miaswekama. L'ambassadeur d'Afrique du Sud en RDC a franchi le perron de la primature
pour capitaliser la visite de son président en RDC, Jacob Zuma. Pour moi, elle est Premier ministre, ça veut dire nous avons du travail. Vous pouvez comprendre, nous avons signé un traité très important sur la production de l'électricité hydroélectrique. Et la signature de ce traité n'était que le début du commencement de travail. Maintenant, nous devons parler des choses pratiques. Et le Premier ministre et moi, nous avons aussi parlé de l'agriculture. Et là aussi, nous voulons parler de choses très pratiques pour que le travail soit mis en place, pour que les Congolais aient non seulement du travail, mais aussi la nourriture sur leur table. Ce matin, moi et le Premier ministre, nous nous sommes réunis pour voir un peu comment nous devons mettre en pratique et parler des choses très pratiques à la suite des décisions prises par le président Kabila Kabange et le président Jacob Zuma. Quant au conflit de l'Est, le président Jacob Zuma a été un peu plus clair devant le Congrès. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. La réalité sur le terrain l'a donné raison. 2 novembre 2005, 2 novembre 2013, 8 ans jour pour jour depuis l'assassinat du journaliste Franck Ngike et son épouse Hélène Mpaka. Un de ses douloureux souvenirs, Freedom for Journalist l'a partagé avec la famille des défunts. Directeur des FFJ, Désiré Kazadi, est allé déposer une couronne sur le tombe de Franck et Hélène. On fait le point avec Louisette Matingou et Josène Belebele. Il y a 8 ans, mourait tragiquement Franck Ngike et sa femme Hélène Mpaka, assassinés chez eux. Ce 2 novembre, Freedom for Journalist FFJ s'est souvenu de la mémoire de l'ancien rédacteur en chef de la Référence Plus en allant déposer une couronne mortuaire sur la tombe du couple au cimetière de la Gombe. Accompagné de Grace Ngike, fille des disparus, Désiré Kazadi, directeur de FFJ, déclare qu'il faut que ça s'arrête. Nous sommes venus déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Franck Ngike, qui est décédé au même moment que son épouse. Au niveau de Freedom for Journalist, nous pensons qu'il était de notre devoir de pouvoir commémorer cette journée. Le 8e anniversaire de l'assassinat de Franck Ngike, ce grand journaliste employé à la Référence Plus, raison pour laquelle le FFJ a pensé aujourd'hui associer sa famille à cette modeste cérémonie. Nous sommes avec sa fille aînée qui nous a accompagnés. Nous avons déposé une gerbe de fleurs au nom non seulement du chairmanship de FFJ au niveau de Kinshasa, mais au nom de l'ensemble des correspondants provinciaux de FFJ disséminés à travers le pays. Pour beaucoup de professionnels des médias, le cas de l'assassinat de Franck Ngike et de sa femme Hélène Mpaka mérite d'être davantage élucidé par la justice congolaise. D'autre part, la Société nationale d'assurance a apuré 91 dossiers sinistres concernant les assurances vie, incendie et automobile. C'était le jeudi dernier à l'espace Jeudi sinistre de l'Imété. Willy Kacha. Plusieurs dossiers sinistres en souffrance ont été payés à l'espace Jeudi sinistre ce 31 octobre 2013. Le grand nombre de dossiers payés ont concerné les assurances vie, incendie et automobile. Ces rendez-vous hebdomadaires que la SONAS se fixe avec ses abonnés les jeudis de chaque semaine a bénéficié de la contribution des 10 agences sur une trentaine qu'elle compte dans la ville-province de Kinshasa. Notre objectif est que d'ici décembre, si la hiérarchie continue à placer confiance en nous, que nous puissions descendre jusqu'à peut-être à $50 000. Rien que ça, nous sommes devenus une entreprise commerciale et l'objectif de l'entreprise commerciale, c'est de fidéliser les clients. Nous devons chercher à fidéliser les clients. Nous demandons seulement aux clients aussi, qui font membre de la mutualité que nous gérons, de nous payer bien la prime. Quand ils nous payent bien, nous aussi, nous allons payer les sinistres. Transigé avec la SONAS a commencé à payer et le dossier a abouti. C'est la raison pour laquelle on se sent fier de notre société qui est l'assurance et nous encourageons et nous demandons à ceux-là qui tergiversent encore d'aller vite pour se sécuriser puisque l'assurance c'est la sécurité en cas d'accident. Entre-temps, à Cassiopée, le cadre de la SONAS continue à mûrir les réflexions en session budgétaire dans le but toujours de mieux servir la clientèle.
Un mot en culture avant de passer à autre chose en prélude de la première fête du livre de Kinshasa qui sera organisée du 6 au 10 novembre 2013 par l'Institut français. La rédaction d'Antena vous présente Bernadette Tokwaolu Aena, auteure de plusieurs ouvrages dont Tant que je vivrai, tu vivras et La malédiction de la fonte. José Moussangana et Blaise Luda. C'est une femme très engagée dans la vie politique, née en 1961 à Kisangani dans la province orientale, fille de feu ambassadeur Tokwaolu. Bernadette Tokwaolu était administrateur délégué général adjoint de la Société nationale d'électricité. Plusieurs ouvrages sont nés de ses doigts, dont Tant que je vivrai, tu vivras et La malédiction de la fonte. L'auteur écrit d'abord pour elle-même. Le premier livre que j'ai écrit, Tant que je vivrai, tu vivras, je l'ai écrit après la guerre de 1997, la chute du régime de Mobutu, parce que j'avais été terriblement choquée d'être victime de la guerre. Le second livre, La malédiction de la fonte, c'est quoi? La malédiction de la fonte, c'est après les viols massifs dont sont victimes les femmes congolaises. Vous savez, moi je suis d'une chefferie coutumière et nous savons qu'il y a une sorcellerie de la fente. La sorcellerie de la fente, c'est quand une femme est mécontente, ou une femme s'estime lésée, elle se met nue, et voir une femme nue, c'est une malédiction. Mais tout d'un coup, on a mis toutes les femmes congolaises nues. On les a violées, on les a martyrisées, on a violé la femme congolaise. Bernadette Tokwaolu Aena est parmi les écrivains qui vont représenter la République démocratique du Congo à la première fête du livre de Kinshasa, organisée par l'Institut français du 6 au 10 novembre prochain. Un jeune enfant de 10 ans a été tamponné non loin de la place commerciale de Limité. Inconsolable, la maman de la victime n'a eu que ses yeux pour pleurer, le chauffard ne s'étant même pas arrêté. Eric Izami pour le récit. Les riverains du boulevard Lumumba entre la 7e et la 8e rue résidentielle à Limité ont assisté samedi 2 novembre à un accident de circulation qui a coûté la vie à un garçon d'une dizaine d'années. La victime suivait sa maman qui se rendait à la prière au ministère Amen. Encombrée par un nourrisson et les 2 petits-enfants qu'elle tenait lors de la traversée de la chaussée, que dans un moment d'inattention de la maman, la victime a été fauchée par un véhicule venant à vive allure sur le petit boulevard du côté résidentiel. Sur le coup, le petit garçon a rendu l'âme. Alertée par le cri poussé par les témoins, la mère de la victime, jusque-là distraite, se rend compte du drame et du coup laisse tomber sur la chaussée les nourrissons qu'elle tenait dans ses bras pour se précipiter vers son autre fils écrabouillé sur la chaussée. Trop tard. Plongée dans un désespoir total, la mère de la victime n'avait plus que ses yeux pour pleurer. D'autant plus que le conducteur du véhicule fautif ne s'est même pas donné la peine de s'arrêter. Ce qui relance le débat sur la sécurité routière, notamment au sujet de la signalisation et surtout de son respect. La Commission nationale de prévention routière CNPR a encore du pain sur la planche. Il faudra aussi ne pas perdre de vue le fait que la modernisation de routes va augmenter les taux d'accidents de circulation. Ici comme ailleurs, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Un autre accident de circulation s'est produit ce samedi au croisement des avenues Kalembelembe et Mouchi dans la commune de Lingwala. Un bus de marque Mercedes 207 est allé percuter une voiture Mercedes 190. Les 2 véhicules se sont retrouvés dans un caniveau non loin du lieu de l'impact. Pas de victimes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo seront présents au championnat d'Afrique des Nations des locaux au mois de janvier 2014 du côté de la FECOFA. On s'y attelle en attendant l'appui du gouvernement. Papi Katassi y a réfléchi et vous propose ce reportage. Du 11 janvier au 1er février, Afrique du Sud accueillera le championnat d'Afrique des Nations réservé aux locaux vainqueurs lors de la première édition à Abidjan et Bouaké en Côte d'Ivoire. Les léopards locaux de Moutoubilenze et la Santos sont logés dans le groupe D accompagnés de la Mauritanie, du Burundi et du Gabon. Les locaux de Santos, Moutoubil et Santa Maria auront comme site la ville de Polokwane avec son mythique stade de Peter Mokaba. Vainqueur en 2009, quart de finaliste en 2011, la RD Congo tient à jouer la tête d'affiche
Malgré une qualification difficile lors de la phase éliminatoire, Santos Moutoubile affiche déjà ses ambitions pour la terre sud-africaine en exigeant bien sûr les moyens conséquents. Aventure 2009, j'ai mis savoir-faire Nangaï, na groupe Nanga pour tout la finale. Le moyen c'est-à-dire que les joueurs sont motivés. Parce que les joueurs sont en équipe nationale, à quoi il y a moins que en équipe naïve. Dans cette lignée, Constant Omari Selemani, président de l'institution fêtière du football en RDC, la Fédération congolaise de football association a tenu à évoquer la préparation des locaux. Signale-t-on déjà un programme budgétisé est déjà introduit auprès du gouvernement de la République. Et pour le moment, il y a un travail qui se fait pour permettre à ce que, une fois que tout le programme sera disponible pour transmettre au gouvernement, conformément à ce qui a été introduit par l'entraîneur, Moutoubile Santos, que tout soit mis à sa disposition. À la lumière des événements, une mobilisation totale est exigée de la part de toutes les couches de la population. L'État doit mettre les moyens conséquents et significatifs afin de permettre à la RD Congo de présenter une très belle image au pays de Tata Madiba. Belle victoire des Immaculés cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte. On a un match de la deuxième journée du championnat national Division 1. Le DSMP de Kinshasa a battu sur un score étriqué de 1-1 la formation de Lubumbashi Sport de Katanga. La Lina Foot prévoit donc d'autres rencontres pour la journée de demain, telles que V Club contre Shark Club FC et Tout-Puissant Mazembe et Don Bosco. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain, c'est demain à partir de 7h. Merci et très bon suite de programme sur Antena. Au revoir.